Alors avec Patrick Laurent, mon confrère cinéma de la DH, nous avons le plaisir de recevoir Francis Weber. Bonjour. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Parce que vous sortez un livre chez Robert Laffont, Que ça reste entre nous. C'est votre vie, c'est des mémoires, ce sont des anecdotes, beaucoup d'anecdotes aussi. Hein. C'est un style littéraire un peu particulier aussi, les anecdotes et les mémoires, parce que c'est super rapide comme écriture. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire de toute façon, mais c'est un bilan surtout plutôt que des mémoires, parce que j'ai toujours été confronté à une chose, moi, qui était comment je fais ce que j'ai fait. Et j'avais l'impression de ne pas tenir le volant des choses entre mes mains. Je n'avais pas le volant de ma vie dans les mains. Parce que je suis devenu scénariste parce que j'avais écrit une pièce de théâtre, mais avant, j'ai fait des études interminables et inutiles, parce que mon père ne voulait pas que j'écrive. Il était écrivain et ça ne marchait pas du tout pour lui, ni pour ma mère, qui était écrivain aussi. Je trouvais 4 ans de médecine, 2 ans de licence de sciences, 3 ans de RTL, radio-reporter, vous voyez, et 28 mois d'armée aussi. Et c'est seulement à l'approche de la trentaine que j'ai commencé à écrire, et là, tout m'a échappé. C'est le moment, je dirais, où votre vie a basculé entre une première partie, on va dire jusque-là, jusqu'à la fin du service militaire. Franchement, c'est pas drôle. Hein. Vous le racontez avec beaucoup d'humour et on se prend quelques fous rires en lisant, mais c'est quand même ces 30 années de tragédie avant une deuxième naissance, quelque part. Oui, c'est-à-dire que la jeunesse supporte beaucoup mieux la tragédie que l'âge adulte. Je dis dans ses mémoires que quand il y avait des bombardements, on descendait à la cave avec mon frère et on jouait au cow-boy. C'est-à-dire qu'on s'amusait autant pendant les bombardements où tous les adultes tremblaient que dans le bac à sable d'un jardin public, vous voyez. C'est cette espèce d'insouciance de l'enfance et de la jeunesse qui permet de supporter effectivement les moments difficiles. Mais il n'y a pas que la guerre, d'après ce que vous racontez, c'est pas une famille facile non plus que la vôtre. Hein. Elle était fascinante, elle n'était pas facile, mais mon père était donc le neveu de Tristan Bernard, qui est un grand auteur, et il a été condamné à vivre presque toute la guerre en pyjama au fond de l'appartement. Parce que sa mère était juive, la sœur de Tristan Bernard. Alors il a été sauvé parce que ma mère, qui était elle arménienne, nous a fait baptiser orthodoxe, mon frère, ma sœur et moi. Et quand la Gestapo l'a convoqué, il a dit non, moi je suis pas juif et mes filles, voilà les certificats de baptême de mes enfants. Mais ensuite il s'est caché dans l'appartement pour la raison évidente qu'il pouvait être arrêté d'un moment à l'autre. Mais c'est devenu un homme dépressif au fond de l'appartement, avec une femme surmenée qui tapait des romans à l'eau de rose. Des romans de gare. Des romans de gare. Et j'ai vécu ça parce que c'était étonnant comme vie. Et elle lui criait parce qu'elle ne se documentait pas du tout, elle n'a pas le temps. Et elle écrivait toujours le même sujet quasiment. C'est-à-dire, je ne vous raconterai pas, c'est dans mes mémoires, mais elle se documentait auprès de mon père. Alors elle criait « Gilles, est-ce qu'il y a des crocodiles dans le Mississippi ?» Et il répondait « Tu m'emmerdes ». Et elle mettait des crocodiles dans le Mississippi, une chance sur 2. Et c'est toute mon enfance. C'était pas non plus pour des gens très instruits, donc voilà, ça posait pas trop de problèmes. Oui, mais enfin, je raconte aussi que quand j'étais en stage de chirurgie... J'ai été vraiment scié de découvrir ça. C'est parce que votre vie est vraiment un grand écart permanent. Ouais. C'est que vous avez fait médecine, quoi. Et vous racontez ça avec comment dirais-je, un cynisme délicieux. C'est-à-dire que la médecine est cynique. Sinon, vous êtes déprimé toute la journée. Moi, je vois, il n'y a pas plus gai dans la vie que les croque-morts. Vous êtes obligé, sinon. Et là, la médecine, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, quand je me promenais avec les internes et les externes, c'est des gens qui veulent rigoler parce qu'ils sont toujours au contact avec la maladie. Et surtout, vous voyez, c'est cette ambiance-là qui m'a amené petit à petit à faire des films comiques. Et des pièces de théâtre. Et des pièces de théâtre. Dont votre famille ne s'est pas mieux portée, puisqu'ils meurent chaque fois avant les premières. C'est terrible. Ça me fait rire tout à coup, mais pourtant, ça devrait me faire pleurer. Ouais. Mais mon pauvre père est mort quelques jours avant la Générale de l'Enlèvement, ma première pièce, et ma mère est morte la veille de la Générale de l'Emmerdeur. Alors j'ai décidé d'arrêter d'écrire pour le théâtre, j'allais décimer toute ma famille sinon. Pourtant vous l'avez encore fait. Oui, 24 ans plus tard. Et pas d'autres cadavres. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé pour l'instant. Il y a un ton très cynique, comme disait Philippe dans le bouquin. D'habitude, une biographie, c'est une hagiographie. C'est-à-dire qu'on montre tout ce qui est bon. Vous, on a l'impression que vous faites exactement l'inverse. Vous dites tout ce qui ne va pas. C'est une mise à nu, hein. Ah oui. Vous parlez de tromperie, vous dites « je suis un petit sauteur, je suis un mélange d'ayatollah et de Fédo ». Waouh. Mais vous savez pourquoi ? Parce que s'il y a bien un genre littéraire où on n'a pas droit à la langue de bois, c'est le moment où on revient sur soi-même, c'est-à-dire sur ses souvenirs, ses mémoires et les gens qu'on a croisés. J'ai croisé des gens très célèbres, puisque je les ai dirigés sur des plateaux de cinéma ou de théâtre. Même avant ça, déjà, votre service militaire avec Labro et Séguéla, c'est quand même déjà un solide pédigré. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut dire
éventuellement ce que vous avez vu de ces gens et qui est leur face cachée. C'est peut-être pas la vérité, mais c'est ma vérité. Et si vous la cachez au public, le livre n'a aucun intérêt. Moi, j'ai lu plein de mémoires récemment. J'ai adoré travailler avec un tel, le merveilleux chef opérateur un tel, et cette merveilleuse actrice. Quel intérêt, écoutez. Tandis que quand je dis que Lino Ventura était chiant, je le dis parce que c'est circonstancié. Et pas que lui. Il n'y a pas que lui, j'en ai connu d'autres. Mais je dis parce que c'était un merveilleux acteur, il avait un charme fou. Impressionnant, non? Impressionnant et fabuleux. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai bavé, hein. Par contre, face à lui, vous dites quand même, Brel, c'est un des seuls génies que j'ai rencontrés. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que Brel, le génie est agaçant. Parce que le talent, c'est ce que je dis dans ce que j'écris, là, c'est compréhensible. On dit que c'est 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Le génie, ça me fait penser un peu à la créature d'Alien qui était logée dans le ventre du cosmonaute et qui, vlouf, sortait comme ça. Il était inconscient de ce qu'il avait dans le ventre. Et un gamin comme Depardieu, au moment où il était à Châteauroux et qui faisait le coup de poing avec les GI de la base américaine, ne savait pas qu'il allait être capable de faire ce qu'il a fait dans sa vie. Il ne savait pas. Et c'est un génie aussi. Brel, moi je me souviens avoir dîné avec lui, et je raconte ce dîner d'ailleurs, et je le voyais refaire le monde en fumant cigarette sur cigarette, et je me souviens avoir pensé, mon Dieu, pourvu qu'il ne soit pas programmé court. Parce que je ne voulais pas que, comme Judy Garland ou Edith Piaf, etc., il nous quitte trop vite. C'était trop beau ce qu'il faisait. Et pourtant. Et pourtant, voilà. Oui, c'est la marque des génies, ça. Et exactement. Villeray est génial dans le dîner de cons. 52 ans, il se tue à coups de bouteille. Parce que moi, je l'ai vu. Je l'ai resté 3 ans sur scène, sous mes yeux. Et j'ai vu les nuits qu'il passait. C'était terrible. On n'a pas pu lever le rideau une demi-douzaine de fois. Parce qu'il était trop sous, vous voyez. Et parce que les gens autour de lui ne pouvaient rien faire? Rien. Rien, parce que la névrose que peut représenter une vie publique, vous voyez, et une vie où vous êtes salué par des applaudissements permanents, etc., est impalpable pour le commun des mortels. C'est drôle, hein. Et moi, je sais qu'ils ne vous entendent pas. Parce que j'ai essayé de lui parler à Jacques. J'ai essayé de lui dire, mais arrête, tu es fou. On m'a raconté, je sais que c'est vrai. Quand il est revenu du festival d'Acapulco en avion, 11 heures d'avion à peu près, son agent Serge Rousseau, qui n'avait aucune raison de faire de la publicité autour de ce que je vais vous dire, m'a dit qu'il a bu 7 bouteilles de vin blanc. 7. Si je bois 7 bouteilles d'eau, je passe mon temps à pisser. Moi, je ne comprends pas comment on peut boire 7 bouteilles de vin blanc. Eh bien, il a pu. Mais seulement, voilà où ça l'a mené. J'étais déprimé comme... C'est pas possible. Quand il est mort, j'étais triste pendant des semaines. J'ai pensé à une chose. Je me suis dit, ça ressemble un peu à une psychanalyse des mémoires. Or, c'est faux. Vous savez pourquoi ? Parce que quand vous allez chez un psychanalyste, vous n'avez aucune raison d'amuser le psychanalyste. Vous vous êtes fait allumer par Gérard Depardieu en disant « c'est pas normal de devoir faire 75 prises ». Ah non, il a été beaucoup plus fort que ça. D'abord parce que le maximum qu'on ait fait ensemble, c'était 45, ce qui est déjà énorme. Et ensuite, il a dit qu'on lui a posé la question, parce que moi je ne l'ai pas entendu, mais on me l'a répété 100 fois. On lui a dit, quels sont les metteurs en scène avec qui vous regrettez plus ou moins d'avoir tourné ? Il a dit Godard et Weber. Alors on lui a dit, pourquoi Godard ? Il a dit, parce qu'il ne fait pas de cinéma. Et pourquoi Weber ? Parce qu'il est pervers. Et on lui dit, mais pourquoi pervers ? Parce qu'un homme qui demande de faire 45 prises à un acteur est un pervers. Si j'avais été à ce moment-là en face de lui, je lui aurais dit, pourquoi tu as fait 5 films avec un pervers ? Et il a fait La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, Tais-toi et Le Placard. Vous l'avez pas raté en retour non plus, hein ? Oui, mais ça, c'est pas tout à fait vrai, malheureusement. C'est pas vrai l'histoire de la baleine échouée ? Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un journaliste qui s'appelle Vermus, qui fait une colonne dans VSD et qui réunit à table 2, 3, comme ça, clients pour les faire parler. Un dîner Moi, de con. j'ai écrit... Pardon ? Un dîner de con. Un dîner de con, oui. Bravo. Bien fait pour moi. Donc, Oh, pas forcément vous. Il y en a d'autres. oui, mais... oui, il y en avait 2 autres, mais je ne vous dirai pas leur nom. Donc, on est installé à table et il avait lu dans mon bouquin que je disais, quand je suis arrivé à l'hôpital Foch à Suresnes, où on allait faire le quadruple pontage de Gérard Depardieu, il était couché tout nu sur le lit, il pesait 150 kilos, il avait des électrodes sur la poitrine, et je dis, on aurait dit une baleine échouée. Vous l'avez écrit d'ailleurs. C'était Moby Dick, c'est ce que j'ai écrit. Mhm. On parle ensemble à ce déjeuner de cette attaque sur mes perversions de metteur en scène, et je dis, il a dû perdre pas mal de neurones pour arriver à dire des trucs comme ça. Et qu'est-ce que je retrouve en titre de VSD ? Weber, 2 points, Gérard Depardieu est une grosse baleine échouée qui a perdu tous ses neurones.
Jamais je ne pourrais dire ça de Gérard. Vous cassez pas mal de mythes dans le bouquin, et notamment un de Pierre Richard, quand vous dites quand même sur la chèvre, il est en rude tout le temps. C'est plutôt surprenant. Oui, ça c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Je veux dire, c'est drôle parce qu'on pense que les acteurs comiques n'ont pas de sexe, comme ils ressemblent à des jouets. On n'imagine pas De Funès poursuivant une femme en poussant des cris bestiaux. On imagine même Chaplin, qui était un grand coureur et qui a eu des gros ennuis à cause de ça. Hein. Oui. Chaplin, Buster Keaton était un cavaleur terrible, et surtout Harold Lloyd, qui était très séduisant. Mais on les voit comme des jouets, comme Pierre Richard dans Le Jouet. Or, dans La Chèvre, la technique de mon film, l'équipe disait qu'il se conduisait comme un bouc dans La Chèvre. Et pour cette raison-là, je ne peux pas m'empêcher de raconter son aventure avec une petite copine à lui. Et c'est quelque chose. Pour terminer, les rêves de Francis Weber. Qu'est-ce qui vous reste comme toute la filmographie que vous avez derrière vous les films ultimes, plein de films sont des films ultimes dans votre filmographie, au niveau de la comédie. Qu'est-ce qui vous fait encore triper, comme on dit aujourd'hui? Un autre film ultime ou une pièce, parce que en fait, je n'ai pas de hobby, c'est-à-dire que quand je n'écris pas, je ne fais rien. Vous ennuyez? Mais évidemment. Donc j'en arrive à me diriger vers l'ordinateur ou vers le stylo et à essayer d'écrire encore. Le seul problème maintenant, c'est qu'il faut écrire bien et que c'est difficile, mais j'essaierai. Pour l'instant, vous vous ennuyez ou vous écrivez? Alors pour l'instant, je fais ce qu'on appelle de la promotion, et c'est un sport comme un autre, parce que j'ai fait de la promotion pour 30 films et pour 4 pièces de théâtre déjà. Ça me donne le plaisir de rencontrer des gens comme vous, parce que c'est vrai que les questions... Et là, je vous jure que je ne fais pas de la géographie. Je suis très frappé par la documentation et la pertinence des Belges, des Suisses et des Canadiens. Ils travaillent comme des anglo-saxons. J'en dirais pas autant des Français. On va se quitter là-dessus. Oui, vous allez vous faire des amis de plus. Il va falloir faire un deuxième tome. Mais ça m'est égal. Vous savez, il y a un type, un Américain, qui a fait un bouquin comme ça sur le tout Hollywood. Et on lui a dit, mais vous allez vous brouiller avec tout Hollywood avec votre bouquin. Il a simplement répondu « fuck them ». C'est-à-dire qu'ils allaient se faire foutre. Et c'est vrai que c'est formidable de pouvoir dire la vérité, écoutez. Et puis en parler même en mal, c'est toujours en parler. Oui, bravo. Merci Francis Weber. Merci. Merci beaucoup.